Un homme est assis dans son bureau chez Porsche à Stuttgart en 1972. Il fixe les papiers posés devant lui. Des papiers qui portent une seule phrase, froide et définitive. Il est licencié. Ferdinand Piëch, petit-fils du légendaire Ferdinand Porsche, l'ingénieur qui vient de révolutionner le monde de la course automobile avec la 917, vient d'être viré par sa propre famille. La raison officielle ? Il est trop radical, trop incontrôlable, trop dangereux pour l'entreprise. Dans les faits, il a osé investir 80% de l'intégralité du budget de Porsche dans un seul projet, un seul pari, un coup de poker monstrueux. La direction est hors d'elle, la concurrence tremble, et Piëch, lui, il sourit, simplement, calmement, car il sait déjà exactement ce qui vient ensuite. Mais qui est vraiment cet homme ? Ferdinand Karl Piëch n'est pas un ingénieur ordinaire. C'est un obsédé clinique, un perfectionniste absolu, un homme qui ne connaît ni le compromis ni la pitié. 4 épouses, 13 enfants, et avec chaque femme le même schéma répété à l'identique. D'abord l'épouse, puis sa sœur, puis la nounou des enfants, puis le professeur de piano. Ce qui ne lui convient plus est remplacé, froidement, de manière calculée, sans émotion visible. Il fonctionne exactement de la même façon dans sa vie professionnelle. Aucune sentimentalité, aucune loyauté inutile, seulement les résultats. Ses collègues le craignent, ses supérieurs aussi, ses concurrents encore plus. Mais personne, absolument personne, ne peut nier que cet homme est capable de créer du génie pur. Ferdinand Piëch est né en 1937 à Vienne en Autriche. Petit-fils de Ferdinand Porsche d'un côté, neveu d'Anton Piëch, l'administrateur brillant de l'empire Volkswagen de l'autre, il grandit entouré de métal, d'huile de moteur et de l'odeur caractéristique des ateliers d'ingénierie. Il étudie à l'école polytechnique de Zurich, obtient son diplôme d'ingénieur avec mention. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'arrive pas chez Porsche en héros attendu. Il y arrive humble, presque discret, du moins au début. En 1960, il entre chez Porsche, l'entreprise fondée par son grand-père. Il obtient une position élevée, certes, non pas uniquement parce qu'il est talentueux, mais d'abord parce qu'il fait partie de la famille. C'est le droit du sang, l'héritage dynastique, le fonctionnement classique d'une entreprise familiale allemande. Mais très vite, quelque chose se révèle que personne n'attendait à cette intensité. Le talent est réel, brutalement réel. Sa première grande prise de position ? La 911 ne doit pas être une voiture normale, une voiture pratique pour tous les jours. Ce doit être une voiture de sport pure. Son grand-père avait conçu la coccinelle, la Volkswagen du peuple, la voiture pour les masses laborieuses. La 911 devait initialement s'inscrire dans cette logique, être quotidienne, abordable, accessible. Piëch dit non. Il veut un moteur boxeur à plat, refroidi par air, avec lubrification par carter sec. Il veut de la course intégrée dans une voiture de route. Il veut que chaque conducteur se sente pilote. Et comme souvent dans sa vie, il impose sa volonté. Puis, en 1967, naît l'idée qui va le conduire à son licenciement, la 917. Une voiture de course destinée à éclipser absolument tout ce qui avait existé auparavant en sport automobile. La direction de Porsche hésite, l'investissement est colossal, le risque est immense. Piëch s'en fiche complètement. Il prend 80% de l'intégralité du budget annuel de l'entreprise et l'investit dans ce seul projet, sans demander la permission, sans consulter les actionnaires, sans attendre l'accord du conseil d'administration. Les ingénieurs travaillent jour et nuit, 7 jours sur 7. La pression est écrasante. Celui qui ne répond pas aux exigences de Piëch est remercié immédiatement, sans discussion, sans deuxième chance. La discipline est militaire. La démarche est celle d'un général en campagne. Mais le résultat, quand il arrive, est tout simplement époustouflant. La 917 fait ses débuts en compétition en 1969. Elle domine immédiatement. Le Mans, Monza, Spa-Francorchamps, Brands Hatch, partout la même image se répète. La Porsche en tête et le reste du peloton loin, très loin derrière. La concurrence ne possède aucune réponse. Pendant 2 saisons complètes, la 917 gagne pratiquement chaque course à laquelle elle participe. Les autres constructeurs se plaignent,
adresse des requêtes officielles aux instances sportives, réclame des modifications de règlement, crie à l'injustice systémique. En 1971, la voiture est interdite par les organisateurs. Officiellement, elle est jugée trop dangereuse pour les pilotes et pour les spectateurs. En réalité, elle est tout simplement trop dominante. C'est la première fois que la création de Piëch est jugée trop bonne pour la compétition. Ce ne sera certainement pas la dernière. Mais le succès a toujours un prix. Et dans les entreprises familiales, ce prix se paie souvent en interne. La famille Porsche est divisée. Ferdinand Piëch est devenu trop puissant, trop incontrôlable, trop indépendant. En 1972 vient la sentence collective. Il doit partir. Expulsé de l'entreprise fondée par son propre grand-père, malgré tous ses succès, malgré toutes les victoires, malgré tout ce qu'il a apporté à la marque. Un autre homme serait brisé, anéanti, incapable de se relever. Pas Piëch. Il sait exactement où il va ensuite. Mercedes-Benz. Là, il travaille brièvement, mais avec une intensité caractéristique. Sa mission officielle ? Développer un nouveau moteur diesel, 5 cylindres. Une idée jugée complètement folle par l'ensemble de l'industrie automobile de l'époque. Pourquoi 5 cylindres ? La logique de Piëch est aussi simple qu'imparable. Plus puissant et plus souple qu'un 4 cylindres classique, mais plus économique, plus léger et moins encombrant qu'un 6 cylindres en ligne. L'équilibre parfait entre performance et efficacité. Personne n'y avait pensé de cette façon. Ou si, personne n'avait osé le réaliser. L'OM 617 naît ainsi, l'un des moteurs diesel les plus légendaires de toute l'histoire automobile. Robuste, sonore, pratiquement indestructible, il équipera des taxis, des ambulances, des véhicules tout-terrain pendant des décennies. Mercedes est ravi du résultat. Mais Piëch réclame davantage. Plus d'argent, plus de pouvoir décisionnel, plus d'influence sur les projets stratégiques. Mercedes refuse. Alors il repart, fidèle à lui-même, incapable de s'accommoder de limites. En 1972, Ferdinand Piëch atterrit finalement chez Audi. Un constructeur qui appartient certes au groupe Volkswagen, mais qui vit depuis des années dans l'ombre de la marque mère, sans identité forte, sans image sportive, sans ambition visible. Audi fabrique des berlines solides et respectables, la 80 Boon puis la B2. De bonnes voitures, fiables, sérieuses, mais profondément ennuyeuses. Des voitures de classe moyenne, des voitures d'agents de maîtrise, rien qui fasse rêver. Piëch voit quelque chose que personne d'autre ne voit. Il voit le potentiel brut d'une marque qui n'attend que quelqu'un d'assez fou pour l'exploiter. Et il a déjà un plan qui va changer l'industrie automobile mondiale pour toujours. Arrivé chez Audi, il observe attentivement ce que Volkswagen fait avec un véhicule assez particulier, l'Iltis. Un utilitaire militaire construit spécifiquement pour la Bundeswehr, l'armée fédérale allemande, équipé d'un différentiel d'un type alors très peu répandu dans l'industrie civile, le différentiel Torsen. Transmission intégrale entièrement mécanique, sans aucune assistance électronique, sans calculateur, sans capteur. Brutalement efficace dans les conditions les plus difficiles. Personne dans l'industrie civile ne s'y intéresse vraiment. C'est un produit de niche militaire, un outil pour soldats et terrains difficiles. Piëch, lui, voit autre chose. Il voit l'avenir de la voiture de sport. Et si, imagine-t-il, on intégrait ce système dans une voiture de route normale, dans une voiture légère, compacte et sportive? Les autres ingénieurs rient ouvertement. Une transmission intégrale pour une voiture civile, pour aller faire ses courses au supermarché? Ça n'a aucun sens, c'est trop lourd, trop complexe mécaniquement, trop coûteux à produire et à entretenir. Piëch les ignore, avec la sérénité de celui qui sait. Il a une vision. Et si le monde ne comprend pas encore cette vision, alors il va bien les forcer à comprendre, à leur corps défendant. En 1980, c'est le moment. La première Audi Quattro est née. Un petit coupé musclé avec 5 cylindres turbocompressés et transmission intégrale permanente roule pour la première fois sur la route. Personne ne le prend au sérieux dans le monde du sport automobile. Une voiture lourde avec transmission intégrale dans les rallyes ? Grotesque. Les équipes établies conduisent depuis des années des voitures à propulsion arrière légère et agile. La Ford Escort RS, la Lancia Stratos, la Fiat 131 Abarth, des machines entre 1000 et 1200 kg délivrant entre 180 et 250 chevaux, précises comme des scalpels, éprouvées sur tous les terrains. Et puis Audi débarque avec ce monstre. 1250 kg sur la balance, moteur 5 cylindres 20 soupapes,
un char de combat comparé aux italiennes délicates et effilées. La concurrence rit. Quelques mois plus tard, leur rire va s'éteindre définitivement. Pierre n'a pas simplement construit une voiture, il a construit une arme de compétition révolutionnaire. Le moteur 5 cylindres vient directement de son expérience chez Mercedes, mais cette fois plus de diesel, de l'essence, avec un turbocompresseur KKKK27 qui souffle avec une pression croissante. Dans la version de route homologuée, 200 chevaux. Dans le prototype de rallye préparé pour la compétition, 300 chevaux dès la première saison, et bien davantage par la suite. Mais la vraie révolution technique, l'élément qui change tout, se trouve entre les essieux, le différentiel Torsen. Ce chef-d'œuvre de mécanique pure distribue la puissance motrice automatiquement entre les roues avant et arrière, sans aucune assistance électronique, uniquement grâce à l'arrangement génial de ces engrenages hélicoïdaux. Là où un différentiel ouvert classique patine lamentablement en perdant toute traction, le Torsen continue imperturbablement. Boue, glace, gravier, asphalte mouillé, peu importe la surface. La voiture colle au sol comme si elle était magnétisée à la route. Le rallye de Jenner en 1980 est la première apparition publique de la Quattro en conditions réelles. Elle roule encore hors compétition officielle, uniquement pour tester et évaluer. Le parcours est entièrement verglacé, un cauchemar pour n'importe quelle voiture de rallye conventionnelle. Parfait. Pendant que les voitures des équipes établies glissent, bataillent pour tenir la route et perdent des secondes précieuses dans chaque virage, la Quattro dévore chaque courbe comme si la route était parfaitement sèche. Les spectateurs massés sur le bord des routes autrichiennes sont sans voix. C'est quoi ce truc ? Comment fait-elle ça ? Les mécaniciens des autres équipes, debout près de leur voiture en difficulté, regardent passer la Quattro avec des yeux écarquillés. Quelque chose ne va pas. Cette voiture ne joue manifestement pas selon les mêmes règles que les autres. Piëch et Jürgen Stockmar, le chef d'équipe d'Audi Sport, savent parfaitement qu'un test technique reste une chose et qu'une vraie compétition internationale en est une toute autre. Ils ont besoin d'un pilote qui comprenne instinctivement le potentiel de ce monstre mécanique. Quelqu'un de rapide, d'expérimenté, de sang-froid sous pression. À l'automne 1979, il recrute Hannu Mikkola, une véritable légende finlandaise du rallye mondial. Un homme qui a tout vu et tout gagné en 30 ans de carrière sur gravier et sur neige. Mikkola est sceptique, et il ne le cache pas. Une voiture lourde à transmission intégrale permanente dans les rallyes ? Ça n'a jamais fonctionné, ça n'a aucune raison de fonctionner maintenant. Pourtant, il signe un contrat de 2 ans. Non pas parce qu'il croit en la voiture, mais parce qu'il croit en l'obsession de Piëch. Quand cet homme décide de construire quelque chose, ça finit toujours par fonctionner. La première moitié de la saison 1980, Mikkola dispute encore les épreuves au volant d'une Audi 200 Turbo à traction avant. La Quattro n'est pas encore tout à fait prête pour la compétition. Les ingénieurs travaillent 24 heures sur 24, affinent les réglages de suspension, optimisent la boîte de vitesse, testent différentes configurations de turbines et de différentiels. Mikkola gagne quand même plusieurs rallyes avec l'ancienne voiture et termine vice-champion du monde derrière Walter Röhrl au volant d'une Fiat. Mais il attend, il sait ce qui arrive dans les prochains mois. 1981, rallye Monte-Carlo, le premier engagement officiel de la Quattro dans le championnat du monde. Mikkola démarre, prend immédiatement la tête de l'épreuve, domine les routes de montagne glacées au-dessus de Monaco avec une maîtrise déconcertante. La concurrence n'a aucune réponse. Puis, au milieu de l'épreuve, un accident malheureux. Pas de défaillance mécanique, juste de la malchance sur une route particulièrement traîtresse. Éliminé. Frustration immense dans le clan Audi. Mais 3 semaines plus tard, rallye de Suède, en plein cœur de l'hiver scandinave, sous des centimètres de neige et sur des routes entièrement glacées, encore Mikkola dans la Quattro. Cette fois, pas d'incident. Il gagne. Clairement, sans discussion, avec des minutes d'avance sur le reste du peloton. La première victoire d'une voiture à transmission intégrale permanente dans l'histoire du championnat du monde des rallyes. Le monde du sport automobile retient son souffle. Puis vient Sanremo, Italie, octobre 1981. Une femme est au volant de la Quattro d'usine. Michèle Mouton, française de caractère, réputée dans tout le paddock pour conduire plus agressivement et plus vite que la grande majorité de ses collègues masculins.
Les spectateurs sont curieux, la concurrence ostensiblement amusée. Une femme dans la voiture de rallye la plus brutale et la plus difficile à maîtriser de la planète? Ce sera assurément un désastre. Mais Mouton ne connaît pas la peur. Elle enfonce la pédale d'accélérateur à fond, lance la quattro dans les routes de montagne étroites et sinueuses des Apennins ligures, dépasse Henri Toivonen, dépasse Ari Vatanen, dépasse tout le monde. À la fin des spéciales, elle se tient en haut du podium, seule, souriante. Première femme de l'histoire à avoir jamais remporté un rallye du championnat du monde. Première victoire officielle d'Audi dans le WRC. Le tout dans ce monstre à transmission intégrale que tout le monde trouvait ingérable 6 mois auparavant. Le monde du sport automobile est sans dessus-dessous. En 1982, Audi devient champion du monde constructeur. Non pas Lancia, la grande spécialiste italienne du rallye, non pas Ford avec ses années d'expérience. Non pas Fiat, Audi, un constructeur allemand qui fabriquait encore des berlines sans intérêt il y a 2 ans à peine. Soudain, il domine la série de compétition la plus exigeante et la plus brutale de la planète. Les autres équipes réagissent avec une panique à peine dissimulée. Lancia construit la 037 à propulsion arrière, plus légère, plus agile, une tentative désespérée de retrouver l'avantage du poids. Peugeot engage un programme de développement intensif pour la 205 T16 qui sera également à transmission intégrale mais plus compacte et plus moderne. Tout le monde veut comprendre, copier, surpasser le secret de Piëch, mais ils ont pris trop de retard. 1984, Audi contre-attaque avec encore plus de force. L'A2 Evolution est là, 400 chevaux bien déclarés, empattement raccourci pour plus d'agilité, suspendu différemment, encore plus agressive en comportement. Monte-Carlo, Suède, Argentine, San Remo, partout le même résultat. Première, deuxième, troisième place, tout Audi. Stig Blomqvist conquiert le titre pilote, Anu Mikola se classe deuxième au championnat. 7 victoires sur les 12 manches disputées. Domination totale, sans partage, sans contestation possible. La concurrence est en état de choc permanent. Peugeot arrive enfin avec sa T16, plus légère et plus maniable, mais trop tard dans la saison pour renverser la situation. Lancia tente le tout pour le tout avec la Delta S4, équipée simultanément d'un compresseur volumétrique et d'un turbocompresseur, une technologie délirante, mais toujours sans chance décisive. Ford présente la RS200 au design futuriste, avec moteur central et carrosserie en aluminium, mais ça ne suffit pas non plus. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produit. En 1985, la situation se retourne. Peugeot, avec le Finlandais Timo Salonen, gagne 5 manches consécutives et conquiert le titre mondial. La 205 T16 s'avère effectivement plus légère, plus agile, plus performante dans les spéciales typiques du WRC. Audi réagit en engageant la Sport Quattro S1, une machine radicale avec plus de 600 chevaux annoncés, un aileron avant de dimension impressionnante, une accélération qui confine au surnaturel. De 0 à 100 km/h en 3 secondes à peine, plus rapide dans cet exercice qu'une Ferrari 288 GTO de route. Mais la voiture révèle rapidement un défaut fondamental. Elle est trop lourde à l'avant, trop difficile à placer dans les virages rapides, trop exigeante pour être rapide sur une saison complète. Walter Röhrl lui offre quand même une victoire mémorable à San Remo, un dernier grand moment de gloire. Puis vient la catastrophe. Portugal, 1986. Joaquim Santos, au volant d'une Ford RS 200, franchit une bosse à une vitesse excessive, perd instantanément le contrôle de sa voiture et percute violemment un groupe de spectateurs massés en bord de route. 3 personnes sont tuées, 31 sont blessées. Toutes les équipes présentes se retirent immédiatement de la course. Une semaine plus tard, en Corse, Henri Toivonen, au volant de sa Lancia Delta S4 et son copilote Sergio Cresto, disparaissent dans un ravin et périssent dans l'incendie qui s'ensuit. Le groupe B est immédiatement interdit par la FIA. Trop dangereux, trop rapide, trop puissant pour des routes ouvertes au public. Une ère se termine dans le deuil et le sang. Audi se retire du WRC. Pour la 2e fois de sa carrière, la création de Piëch est jugée trop bonne, trop avancée techniquement, trop dangereuse pour la compétition régulière. Pour la 2e fois, l'interdiction officielle frappe ses voitures. Mais cette fois, il n'est plus là pour diriger les opérations. Il a quitté Audi depuis peu pour un nouveau défi qui l'attend.
Car là-bas, dans les couloirs du groupe Volkswagen, quelque chose de bien plus grand l'attend. Amérique 1988. La série Transam, territoire sacré des muscle cars américains les plus brutaux et les plus iconiques. Chevrolet Camaro, Ford Mustang, Mercury Cougar, toutes propulsées par d'énormes moteurs V8 dépassant les 5 litres de cylindrée, 310 pouces cubes d'amour américain pur. Propulsion arrière, châssis tubulaire, puissance brute sans subtilité ni finesse. La virilité automobile dans toute sa splendeur un peu primaire. Et puis, soudain, apparaît cet étrange engin allemand. 4,89 m de long, 2 mètres de large, la voiture de course la plus imposante qu'Audi ait jamais construite. La 200 Quattro Transam. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici, au milieu de ces mastodontes américains? Les Américains rient ouvertement. Regardez ce monstre européen, un moteur de 2,1 litres seulement, 5 cylindres, ridiculement petit comparé à leur bloc de 5 litres. Et en plus, une transmission intégrale, complètement inutile et contre-productive sur asphalte sec selon l'expérience de tous les ingénieurs américains présents. Ce truc va se désintégrer à la première course réelle. Mais sous le capot se dissimule un turbocompresseur KKK qui souffle jusqu'à 2,1 bar de pression d'admission, soit 550 chevaux, extrait de 2,1 litres. Et ce fameux différentiel Torsen, les Américains ne comprennent pas encore ce qui les attend. Long Beach, Californie, première course de la saison. Hurley Haywood au volant, Hans-Joachim Stuck désigné comme second pilote, Walter Röhrl disponible en réserve. 3 légendes de la compétition automobile internationale dans un char de guerre germanique au milieu du territoire ennemi. Les feux passent au vert, les V8 rugissent à faire trembler les tribunes, les pneus arrière fument sur l'asphalte californien, les trains arrière dansent joyeusement. L'Audi, elle roule simplement, proprement, sans drama. Pas de spectacle, pas de zigzag, juste une traction parfaite à chaque mètre de piste. 2e place pour les débuts. La concurrence américaine devient nerveuse. Dallas, Texas, 2e course de la saison. Haywood gagne, simplement, sans discussion. Une voiture toute neuve dans une série qu'elle n'a jamais pratiquée, une équipe européenne sans expérience de la course sur circuit court depuis 1939, pratiquement 50 ans de pause. Et il gagne à la 2e tentative. Les équipes américaines protestent immédiatement avec véhémence. Ce n'est pas juste, le règlement doit être modifié d'urgence. Cette transmission intégrale constitue une tricherie technologique inadmissible. La SCCA, l'organisme en charge de la série, écoute les réclamations et prend des mesures. À 2 reprises durant la saison, Audi est contraint d'ajouter 50 kg de lest, 100 kg de poids supplémentaires imposés comme handicap. Peu importe. La Quattro continue de gagner. Niagara Falls, Ontario, 5e manche. Walter Röhrl prend le volant en remplacement de Stuck, retenu par ses obligations chez Porsche. Röhrl, l'un des pilotes les plus talentueux et les plus complets de sa génération, double l'intégralité du peloton. Tous. Chaque concurrent est doublé et se retrouve avec un tour de retard complet. La 200 Quattro gagne avec des minutes d'avance sur le 2e. Les spectateurs présents sont proprement stupéfaits. Comment cette lourde voiture allemande parvient-elle à ce résultat? La réponse est d'une simplicité désarmante. Pendant que les V8 américains doivent constamment gérer des roues arrière qui patinent, glissent et perdent de l'énergie à chaque sortie de virage, l'Audi accélère avec les 4 roues simultanément, plaquées à la piste sans le moindre glissement. Les mathématiques battent invariablement les muscles. Sur 13 courses disputées dans la saison, Audi en remporte 8. Haywood conquiert le titre pilote, Audi le titre constructeur. La série Transam, territoire américain incontesté depuis des décennies, conquise par un envahisseur allemand qui ne respecte aucun des codes établis. C'est inacceptable pour l'establishment américain. En 1989, la vengeance institutionnelle. La transmission intégrale est bannie du règlement. Les moteurs devront être de fabrication américaine. Audi est de facto expulsé de la série. Pour la 3e fois, la création de pièces est interdite. Trop dominante, trop supérieure, déloyale envers les traditions locales. Mais Audi planifie déjà la suite.
L'IMSA GTO offre des règles plus libres et une concurrence encore plus relevée. L'Audi 90 Quattro IMSA GTO naît alors, cette fois un pur prototype de course. Châssis tubulaire, carrosserie en composite carbone, seul le toit en acier provient du modèle de production homologué. 2,2 litres 5 cylindres turbo, 720 chevaux à 3 barres de pression. Surtout, c'est le premier véhicule de course Audi à être équipé d'un système de télémétrie en temps réel. Les données sont transmises en permanence vers un camion d'analyse. Pression des turbos, température moteur, vitesse de rotation, usure des freins, tout est enregistré, analysé, optimisé entre les sessions. Haute technologie européenne contre force brute américaine. Miami, 3e manche de la saison 1989. Audi a manqué les 2 premières courses, le développement moteur ayant pris plus de temps que prévu. À Miami, les 2 voitures abandonnent. Haywood surcasse, Stuck sur problème de boîte de vitesse. 0 points, catastrophe statistique. 8 semaines avant la prochaine course. L'équipe travaille 24 heures sur 24, analyse minutieusement les données de télémétrie, ajuste la géométrie du châssis, repense les freins, recalibre le turbo. Summit Point, 4e manche. Victoire 1-2 pour Audi dès le premier engagement. La concurrence est sous le choc. Mid-Ohio, encore une victoire. Puis Mosport, au Canada, un problème de direction ralentit Stuck. Haywood termine 5e seulement. Road America, une défaite face à la Nissan 300 ZX du team Cunningham Racing. La 90 GTO est rapide, indiscutablement rapide, mais pas invulnérable comme l'avait été la 200 Transam. Quand même 7 victoires au total dans la saison, 2e au championnat avec 195 points, à seulement 45 unités de Ford. Remarquable pour une équipe qui a raté 2 épreuves et ne s'est engagée qu'à partir de la 3e. En 1990, Audi se retire définitivement du championnat américain. La mission est accomplie, le message est passé. La Quattro a prouvé sa valeur sur tous les terrains et sur tous les types de compétitions. Maintenant, le regard se porte vers l'Allemagne. Le DTM appelle et Audi répond. L'Audi V8 Quattro naît, construite sur la base d'une berline de luxe du catalogue, équipée d'un moteur V8 atmosphérique de 3,1 litres, développant 420 chevaux dans sa première version, puis 470 dans les versions suivantes. C'est la seule voiture du plateau DTM à posséder la transmission intégrale. Hans-Joachim Stuck remporte la saison inaugurale 1990 avec 7 victoires. L'année suivante, 1991, Frank Biela conquiert à son tour le titre. 2 saisons DTM consécutives pour Audi. Aucune marque n'avait jamais réussi ce doublé immédiat. La Quattro domine encore, la concurrence désespère encore. Mais Ferdinand Piëch n'est depuis longtemps plus chez Audi au moment de ses triomphes en DTM. En 1993, son téléphone sonne. C'est Wolfsburg qui appelle. Volkswagen, la maison mère du groupe, est au bord du précipice financier. Des milliards de pertes s'accumulent, les problèmes de qualité se multiplient sur les chaînes de production, le catalogue de modèles est obsolète, la direction n'a aucune vision. Les banques commencent à parler ouvertement d'insolvabilité. 3 mois, peut-être 4, et c'est la faillite. La Golf 4 n'existe pas encore, la Passat est dépassée, la Coccinelle n'est qu'un souvenir nostalgique. En Amérique du Nord, Volkswagen ne vend plus que 62 061 véhicules par an, un chiffre catastrophique pour une marque de cette envergure. Karl Hahn, le PDG en place, est dépassé par la situation. Il n'y a qu'un seul homme dans le monde automobile qui possède la stature, l'autorité et l'absence totale de scrupules pour redresser la situation dans les délais impartis. Ferdinand Piëch entre dans le siège de Volkswagen à Wolfsburg comme un général romain prenant en charge une légion décimée et démoralisée. Sa première ordonnance, réduction de salaire immédiate, réduction du temps de travail pour tous, arrêt de production temporaire sur plusieurs lignes. Impitoyable. Qui proteste publiquement et remercié dans les 48 heures. Le message est clair, Piëch est aux commandes et les règles ont changé. Simultanément, il engage une réorganisation profonde du catalogue de produits. La Passat 4 est redessinée sur la base de la technologie Audi, plus raffinée, plus luxueuse dans ses finitions. Il tente un pari audacieux avec la version W8, à près de 40 000 $ pour une Volkswagen, mais le marché ne suit pas. Il en tire une leçon précieuse pour la suite.
En 1998, il lance la New Beetle sur le marché mondial. Design rétro et nostalgique, forme émotionnelle et sympathique, hommage à la coccinelle originale tout en étant parfaitement moderne mécaniquement. L'Amérique l'adore instantanément. Les chiffres de vente explosent. En 2002, quand Piëch démissionne de son poste de PDG après avoir accompli sa mission, Volkswagen vend 355 648 voitures aux États-Unis, presque 6 fois le volume de 1993. Le résultat financier ? Un bénéfice de 2,1 milliards d'euros, là où l'entreprise perdait 1,1 milliard, Volkswagen est sauvé. Un homme a refusé l'impossible et a eu raison contre tous. Mais Piëch ne s'arrête pas là. Jamais il ne s'arrête. Il utilise la puissance financière retrouvée de Volkswagen pour construire un empire. Il achète Lamborghini, moribonde et abandonnée. Il acquiert Bentley, Bugatti, Ducati. Il crée un conglomérat automobile sans équivalent dans l'histoire industrielle. 12 marques sous un même toit, de la petite citadine économique au camion de 40 tonnes. Et bien sûr, dans un geste qui ressemble fort à une vengeance personnelle soigneusement planifiée depuis 30 ans, il récupère Porsche. Son cousin Wolfgang Porsche tente en 2009 de racheter Volkswagen, pensant avoir trouvé la structure financière idéale. Folie des grandeurs. Porsche se surendette massivement. Piëch retourne la situation avec une habileté tactique éblouissante. Volkswagen avale Porsche. La revanche définitive pour le licenciement humiliant de 1972 est consommée. Qu'est-ce qui rend vraiment le différentiel Torsen si révolutionnaire ? Pourquoi ce mécanisme purement mécanique, sans ordinateur, sans électronique, sans le moindre capteur, a-t-il pu bouleverser l'ensemble de l'industrie automobile mondiale ? La réponse réside dans le génie de la simplicité absolue. Pendant que d'autres ingénieurs expérimentaient avec des systèmes hydrauliques complexes et des différentiels autobloquants à viscosité lourde et imprévisible, Piëch misait sur la pure mécanique newtonienne. Le Torsen type 1 fonctionne grâce à des engrenages hélicoïdaux qui, lorsque les roues tournent à des vitesses différentes, transfèrent automatiquement plus de couple vers l'essieu bénéficiant de la meilleure adhérence. Sans pression d'huile active, sans embrayage multidisque, sans électronique. Juste de la physique. Brillamment simple. Indestructiblement fiable. Ce Torsen type 1 a été installé de 1980 à 1996. 16 ans pratiquement sans modification substantielle. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne parfaitement ? Il supporte jusqu'à 500 Nm de couple, peut-être 600 en conditions favorables. Au-delà, le métal commence à souffrir. C'est exactement pour cette raison que la Quattro originale de route n'était proposée qu'à 220 chevaux. Non pas parce que le moteur était incapable de produire davantage, mais parce que le système de transmission avait ses limites physiques. Ce sont les lois de la métallurgie qui imposaient cette restriction, pas un manque d'ambition. Plus tard sont venus le Torsen type 2 et le type 3, tous deux avec une assistance électronique pour optimiser les transferts de couple, plus compacts et plus adaptés aux voitures modernes. Mais les puristes et les collectionneurs juraient encore et jurent toujours sur le type 1. Parce qu'il est indestructible.